Ce 22 février 2013, il est prévu à 11 h, c'est-à-dire maintenant, une descente de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, une visite de réconfort aux familles victimes des crimes rituels à Mimboman. C'est la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, nous disons. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui donne l'information, ajoute que demain, il y aura une messe en mémoire des victimes qui sera dite à la paroisse Marie Auxiliatrice de Don Bosco à Mimboman. C'est demain à 10 h. Vincent Sosten-Fouda, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Ndébé. Vous êtes enseignant et homme politique. Lorsque vous apprenez cette information, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui descend à Mimboman aujourd'hui, vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi il descend aujourd'hui alors que les crimes ont eu lieu il y a de cela 3 mois aujourd'hui? Vous savez, je pense que c'est votre chaîne de télévision qui a couvert le premier crime à Mimboman. C'était le 26 décembre, donc un jour seulement après la fête de la Nativité. Après la fête de la Nativité. Bon, donc 3 mois après, la ministre descend bien. C'est-à-dire que 3 mois après, elle va sur le terrain. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Seulement, elle y a été précédée par nous-mêmes, mais aussi par Madame Edith Kabanwala. Ça montre en réalité que le gouvernement n'est pas au travail. Que le gouvernement, contrairement à ce qu'on dit souvent pour endormir les consciences les plus éveillées, c'est-à-dire que gouverner c'est prévoir, non. Gouverner c'est agir au jour le jour pour le bien de ses concitoyens, en se posant la question de savoir si les actes que nous posons aujourd'hui seront utiles pour les générations futures. Pour vous, elle était contrainte de descendre ou bien c'est peut-être vous descendre qui l'ont contraint à descendre? Mais le gouvernement court après nos propositions. Le gouvernement n'est pas au travail. C'est la grande récréation, c'est la foire. Edith Kabanwala est descendue, ça n'a pas été une descente heureuse pour elle? Ça n'a pas été une descente heureuse et je l'ai condamnée comme cela se devait parce que la veille de sa descente, moi je suis descendu, peut-être parce que je suis fils de Yaoundé. Vous êtes allé avant elle? Oui, parce que je suis fils de Yaoundé, il y avait toutes les raisons que je puisse descendre. Et je suis allé voir le préfet du Mfundi en lui disant, je vais à Mimboman, d'abord comme fils de Yaoundé, mais aussi comme acteur politique dans notre pays. Vous savez, le problème de Mimboman, contrairement à ce que les gens avancent ça et là, il y a à la fois une nécessité de compréhension anthropologique de ce qui se passe à Mimboman, mais aussi une compréhension sociologique. Si vous prenez sur le plan anthropologique Mimboman, Mimboman, c'est d'abord quoi? C'est le lieu de vie d'une tribu qui s'appelle les Baba. Donc c'était comme ici on ne reconnaît les gens que par leur tribu, c'était la tribu de Théophile Abega. Donc, et de Mbidarantes. Malheureusement, et là je vais élargir, vous avez dans le nord, donc ils sont limitrophes aux Emombo, et dans le sud, ils sont limitrophes aux Mvok Manga, donc l'ethnie de feu à Mugunoma. Et quand André Fouda traçait Yaoundé, il faisait un certain nombre d'expropriations et quand il cassait, il recasait. Malheureusement, avec M. Emma Basile, M. Amugunoma et aujourd'hui M. Timi Evuna, il n'y a pas un recasement des populations. Donc les populations Baba qui y vivent, en réalité se retrouvent aujourd'hui sans terrain pour pouvoir faire leur champ, sans terrain pour pouvoir avoir une cacaoyère, sans terrain pour pouvoir se construire une case. Et je vais vous situer un peu ce quartier qu'on appelle Mimboman, où vous avez en réalité 17 collèges à l'intérieur. Vous avez 5 paroisses, dont 2 sont tenues par des paroisses catholiques, 2 sont tenues par des congrégations qui travaillent véritablement avec les pauvres, c'est-à-dire les Salésiens, oui. Don Bosco, qui ont d'ailleurs construit un établissement technique à l'intérieur là-bas. Mais vous avez aussi les Claretins espagnols qui sont aussi installés. Et beaucoup plus en haut, vous avez une autre congrégation, donc juste à l'entrée de Mimboman, qu'on appelle en fait les Fils de l'Immaculée Conception, qui ont le collège, le fameux collège Père Monti. Donc, voilà exactement les personnes qui font un tout petit peu de travail là-bas. Pendant ce temps, l'État est absent. Quand vous regardez Yaoundé 4e, Abega Théophile a été élu maire en battant, bien évidemment, un autre candidat du RDPC, mais qui lui était un Mvok Manga. Et il a amené la mairie en Como, donc qui est chez lui, avec la sous-préfecture. Et l'on a abandonné carrément Mimboman.
Donc, quand vous avez à peu près 40 000 jeunes qui rentrent à Mimboman tous les matins pour venir étudier, vous avez aussi un général d'armée qui vit dans ce quartier-là. Vous avez 36 enseignants d'université qui y vivent, 22 magistrats qui y vivent, dont notamment la vice-présidente du tribunal spécial, voilà, qui y vit. Vous avez là le professeur Fabien Eboussi Boulaga, vit juste en face de ce que l'on appelle aujourd'hui le dernier poteau, dans l'immeuble de la mort. Quand vous avez une telle concentration de l'élite camerounaise dans un lieu et qu'il y a autant de crimes, vous devez vous poser la question. Et c'est cette élite-là qui a construit des maisons dont les clôtures sont beaucoup plus hautes que les toitures. Il y a un gros problème. Donc les populations ne se mélangent pas. Il y a d'un côté, comme disait Mongo Betty, un Tanga Sud, le Tanga des pauvres, le Tanga des malheureux, le Tanga de ceux qui sont habillés en guenilles. Et de l'autre, un Tanga Nord. Et de l'autre côté, vous avez le Tanga Nord, ceux qui roulent dans des grosses voitures, qui ne voient pas qu'il n'y a pas de route. Et c'est pour cela qu'on peut s'interroger sur la présence de ces gens-là dans ce quartier. Alors, on s'interroge encore sur cette visite, c'est d'autant plus que les crimes n'ont pas eu lieu à Mimboman. Mimboman est juste un dépotoir de ces corps. Effectivement, et c'est pour cela que je dis que dans notre pays, il y a une construction épistémologique de l'acceptation de la misère. Vous savez, Mongo Betty a écrit un roman qui s'appelle « Perpétue » ou « L'habitude du malheur ». On a préparé les consciences collectives sur vos chaînes de télévision, sur vos plateaux. Vous avez invité ceux qui ont été envoyés par ceux qui tuent impunément pour venir nous dire que ce sont des crimes rituels. Dans un pays, en fait, je vais vous montrer, dans un pays où l'on trouve, avant d'avoir cherché, sur quelle base on a conclu au crime rituel. Petite démonstration. Combien de morts à Mimboman? Personne ne le sait. Il y a une guerre de chiffres. Pourquoi il y a une guerre de chiffres? Le ministre de la Communication, c'est 7 corps. Nous, on a couvert, on a filmé plus de 7 corps. Vous avez filmé plus de 7 corps. Plus de 7 corps. Une chaîne voisine de la vôtre, donc Paulin Mbala, a dit... Vox Africa. Vox Africa parle de 14 morts. Le journal Le Jour parle de 18 morts. Pourquoi? Et puis les témoignages au quartier parlent. Les témoignages dans le quartier. Pourquoi? Ça signifie que ces gens-là avaient des familles. Pourquoi on n'a jamais montré ces familles-là? Pourquoi ne nous a-t-on jamais donné la liste de tous les morts de Mimboman? Pourquoi on ne nous dit pas voici la liste, voici les photographies, pour que la conscience collective puisse enfin faire un deuil? Mais vous avez invité sur ce tableau M. Bingono Bingono, qui dit parler au nom des sorciers, mais vous savez, les vrais sorciers, ils ne parlent pas. Vous avez invité Charles Ateba-Yene, qui est venu ici dans une théorie de l'esbrouf, nous dire qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la manducation des organes dans notre pays. Mais tout cela, c'était pour préparer la conscience collective à accepter les crimes. Ce qui se passe à Mimboman, c'est un véritable trafic d'organes. C'est pour cela que chaque fois que l'on découvre un corps, on le découvre toujours en pleine décomposition dans des zones habitées. Vous savez très bien, avec la chaleur de tous ces derniers mois, la rapidité avec laquelle un corps peut se décomposer. C'est pour cela aussi que dès qu'on découvre un corps, ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent en premier et ils contaminent les lieux. Sans un médecin légiste. Il n'y a pas de médecin légiste. Alors qu'il y a une association de médecins légistes dans notre pays, on ne peut même pas faire des prélèvements pour savoir, pour établir un certificat de genre de mort. Parce que si on faisait un certificat de genre de mort dans notre pays, on verrait qu'il y a des reins qui ont disparu, il y a un cœur qui a disparu, il y a un foie qui a disparu. Des éléments essentiels aujourd'hui dans le trafic des organes dans notre pays. Alors, à la suite de cette annonce de la descente de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, il y a cette messe, et vous disiez en coulisses que cette messe a été demandée par vous à l'archevêque. Effectivement, nous avons demandé à l'archevêque de Yaoundé, à la conférence épiscopale aussi, qu'une messe soit célébrée pour le repos des âmes de ces jeunes femmes qui ont été tuées ou qui ont été retrouvées mortes à Mimboman. La démarche qui a d'ailleurs avait été inspirée par un des membres du groupe que nous animons, c'est-à-dire nous animons un groupe think tank de réflexion et de proposition dans ce pays qu'on appelle le CLC, donc, commentons les commentaires dans notre pays, et nous n'avons pas à l'époque reçu l'assentiment de l'archevêque de Yaoundé, parce qu'on estimait qu'on était un tout petit peu en train de politiser la chose. Vous savez, chaque fois dans ce pays qu'un leader d'opinion, un leader politique s'engage dans un combat, je vous ai vu recevoir ici quelqu'un qui travaille à recenser le nombre de fous à Yaoundé. Et j'ai vu
toute la difficulté qu'avait ce monsieur à répondre à vos questions. Parce qu'il est parti d'une très bonne intention, c'est-à-dire recenser les fous. Et par la suite, il ne savait pas ce qu'il allait faire de ces fous-là. Et on a commencé à dire que bon, il recense les fous peut-être pour mieux les exploiter, ainsi de suite. Et il était complètement perdu, et je comprends. Parce qu'il est parti d'une intention simple, c'est-à-dire que comment on peut laisser, comment on peut autant humilier la vie dans notre pays. Il y a ici à Yaoundé des corps qui peuvent traîner une journée, 2 jours, sans que personne ne s'en occupe. Tout récemment, c'était en Colombo. Encore a fait pratiquement 3 jours, on appelait... Voilà. Donc on appelle tout le monde. Alors qu'il y a dans ce pays des services communaux qui sont censés s'occuper. Le ministre des Affaires sociales est là pour s'occuper de ce genre de cas. C'est-à-dire que tout homme a droit à une sépulture. Parce que c'est un chemin que nous allons tous emprunter. Qu'est-ce que vous avez proposé pour la messe? La messe qui a lieu demain. Nous avons proposé, et nous maintenons cette proposition. Nous souhaitons pour une fois que vérité soit dite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la messe, on aimerait avoir les photos de toutes les victimes. Ce n'est que comme ça que l'on saura ce qui s'est passé véritablement à Mimboman. Ce n'est plus une affaire politique. Le pape Paul VI, le pape Jean XXIII, autant pour moi, a demandé à l'Église de ne pas avoir peur et d'ouvrir largement les portes de l'Église. Donc, les pères salésiens vont ouvrir largement demain les portes de leur Église, Marie auxiliatrice. Les portes seront ouvertes. Et là, nous verrons défiler les gens à l'autel avec les photos de ceux qui sont morts. Et nous aurons le chiffre exact. Nous aurons aussi les lieux de sépulture. Ce n'est que comme ça que la conscience collective camerounaise pourra faire le deuil de ce qui se passe à Mimboman. Alors là, aujourd'hui, c'est Mimboman. Autrefois, c'était le bébé de Vanessa Tchatchou. Où en est-on avec l'affaire du bébé de Vanessa Tchatchou? Vous savez, dans ce pays, quand on veut enterrer une affaire, on commence à désigner des espèces de commissions qui sont censées de recenser ce qui n'est pas recensable, mais tout le monde sait. Parce que vous savez, je suis un Fouda. Et que la magistrate qui a le bébé de Vanessa Tchatchou vit avec un Fouda. Donc, ce bébé est censé être ma nièce. Donc, elle n'a jamais été enceinte. Elle a le bébé de mademoiselle Vanessa Tchatchou. Je vous invite à prendre vos caméras et aller en Bankomo. Interrogez toutes les familles Mvok Fouda de Bankomo. Et vous comprendrez que madame la magistrate a un bébé qui ne lui appartient pas. Malheureusement, on a essayé d'ethniciser ce problème, alors qu'il s'agissait pour la conscience collective de se poser une seule question. Pouvons-nous profaner la douleur de l'enfantement qui elle-même est génératrice, fondatrice de notre humanité? Quand dans un pays, on n'a plus d'émotion, alors nous fonctionnons par gradation. Nous avons commencé par supprimer l'émotion en volant un bébé. Aujourd'hui, on est en plein trafic d'organes humains. On parle de l'enlèvement de cette touriste dans le nord Cameroun, et après, on ne sait pas si ce sont les bombes qui nous tomberont dessus. Il faudrait que nous apprenions à redevenir des êtres pleins d'émotions. C'est-à-dire que dans votre visage, je devrais pouvoir voir le prolongement de ma propre personne. Vous avez parlé de l'enfantement tout à l'heure, c'était un thème qui nous amène directement au Bureau national d'état civil. Il paraît que c'est un projet que vous connaissez très bien. Ce n'est pas, il ne paraît pas, c'est un projet, ici même le 13 mars 2012, nous avons annoncé qu'il fallait créer le BURNEC. Nous avons parlé du BURNEC, le Bureau national de l'état civil. Le chef de l'État a créé le BURNEC en enlevant la lettre R, mais le texte que nous avons proposé n'a pas été expurgé entièrement. Sauf que, et nous restons vigilants là-dessus, il faudrait que le Bureau national de l'état civil concerne tout acte d'état civil. Ça signifie quoi? Ça signifie que le premier acte que l'on a à la naissance, c'est ce qu'on appelle l'acte d'état civil, et le dernier acte que nous avons, c'est l'acte de décès. Donc, entre les deux, il y a des actes intermédiaires qui sont l'acte de mariage, l'acte de reconnaissance des enfants, ainsi de suite. Ce n'est que comme ça d'ailleurs que nous pourrons maîtriser notre démographie. On n'aura plus besoin de passer vraiment de case en case pour recenser le nombre de populations que nous sommes aujourd'hui. On regardera, parce que là aussi, on va résoudre un épineux problème qui est celui de la sécurité sociale dans notre pays. Vous savez que le système de santé dans notre pays a de gros problèmes. Les médecins ne peuvent pas travailler,
parce que nous n'avons pas de sécurité sociale. Or, pour avoir un certificat de sécurité sociale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà avoir un numéro. Le numéro que l'on va vous attribuer à la naissance, en le marquant dans votre acte d'état civil, il sera marqué dans votre permis de conduire, il sera marqué dans votre acte de mariage, il sera aussi marqué dans tous les actes de votre vie, et c'est comme cela que nous lutterons contre les faux actes qui sont fabriqués à gauche et à droite, ce qu'on appelle les actes établis à Kumba, ainsi de suite. Donc voilà autant de choses que nous saluons aujourd'hui. Nous saluons l'acte qu'a posé le chef de l'État, mais nous rappelons au gouvernement que Cameroun Génération 2011, le mouvement camerounais pour la social-démocratie que je préside, reste vigilant, et nous allons veiller à ce qu'il y ait dans ce service deux mouvements, enfin, parce que c'est une société, c'est une société qui a été créée. Donc nous veillerons à ce qu'il y ait un service d'archivage dans ce bureau national de la carte nationale d'identité. Et nous allons remonter, nous avons proposé que nous puissions reculer de 70 ans. C'est de l'archivage pour ceux qui sont nés. Oui. Pour nous autres. Pour nous autres, vous et moi, et à partir du mois de mars, que l'on commence véritablement à recenser les naissances. C'est-à-dire que si nous reculons de 70 ans, puisque en fait l'espérance de vie chez nous est de 48 ans pour les hommes et de 52 ans pour les femmes, nous pourrons maîtriser assez facilement notre démographie. Alors, cela nous amène, on parle de biométrie, et cela nous amène directement à Elections Cameroun. Est-ce que vous êtes convaincu qu'elle est à l'heure actuelle pour organiser des élections transparentes au Cameroun? Non, il ne faudrait pas parler Est-ce que toutes les conditions étaient déjà réunies pour que l'ECAM fasse la biométrie? Non. Non, vous ne pouvez pas commencer par construire une maison par la toiture. C'est-à-dire que c'est toujours ici sur votre plateau que j'ai dit qu'on ne peut pas biométriser en fait la carte d'électeur si l'on n'a pas biométrisé l'acte de naissance. Parce que c'est l'acte de naissance au Cameroun, contrairement à d'autres pays. Parce que, par exemple, en France, c'est le certificat de nationalité qui vous donne le droit à la nationalité, alors que dans notre pays, c'est l'acte de naissance. Parce que nous jouissons de ce que nous appelons, en fait, le droit de sang. Et comme nous avons, en fait, une triple culture, une culture allemande au départ, où, en fait, ils ont le droit du sang, et la France avec le droit du sol. Donc, on a essayé de jumeler les deux dans notre pays. Donc, la première des choses qu'il faut maîtriser dans notre pays, c'est l'acte de naissance. Ensuite, donc, nous pouvons avoir une carte nationale d'identité et donc, par la suite, une carte d'électeur. On ne peut pas fabriquer des cartes d'électeurs. On les fabrique sur la base de quoi? Donc là, c'était déjà un premier... Il fallait d'abord informatiser l'acte de naissance. Il faut d'abord informatiser l'acte de naissance. Mais malheureusement, ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire, c'est pour cela que nous nous sommes précipités d'ailleurs à aller en élection. Ça veut dire que le BINEC devait être créé avant, la biométrie. Mais bien évidemment, on devait créer... Vous savez, le trafic que nous avons aujourd'hui de la nationalité camerounaise, nous l'avons à partir de quoi? Nous l'avons à partir de l'acte de naissance. Donc, l'ECAM, en réalité, ne réunit aucune condition. Aucune. Pour pouvoir organiser une élection. Pas une élection crédible, mais aucune élection, même celle d'un chef de classe. Parce que nous n'avons pas dans notre pays les éléments qui nous permettent de le faire. Bon, maintenant, faut-il pour autant appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales? Oui, il faut que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales parce que le fait de voter est un acte citoyen. Contrairement à ce que je vois défiler sur vos écrans ici et qui nous disent que en fait, voter est un droit. Voter n'est pas un droit, c'est un acte citoyen que l'on pose, c'est un devoir que l'on pose. Parce que nous devons désigner ceux qui sont censés nous représenter à l'échelle locale, avec déjà les conseillers municipaux, à l'échelle nationale, avec les députés, et enfin, avec les sénateurs. Même si le mouvement camerounais pour la social-démocratie pense en réalité que le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. C'est une autre imposture politique dans notre pays, tenue par ceux qui veulent voir ce pays sombrer dans le chaos. Le Sénat, c'est quoi? C'est un effet de mode? Mais c'est un effet de mode, c'est une chambre d'enregistrement. Or, pour avoir une chambre d'enregistrement, il faut déjà avoir de quoi enregistrer. Dans un pays comme le Cameroun, où nous avons une bande de 180 députés qui fonctionnent sans attaché parlementaire, soyons un tout petit peu sérieux. Vous savez, ça me fait sourire, ça vous fait aussi sourire, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Nous avons à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes qui ne savent même pas lire. Comment peuvent-ils voter? Oui, comment peuvent-ils voter des lois qui concernent la vie d'une nation? C'est en ayant des collaborateurs. Ce n'est pas parce que dans un village, il n'y a plus de chiens de chasse
que le chasseur devrait confier en fait les grelots, ce qu'on appelle les cloches de chasse, à un chat pour le remplacer. Il y a un problème dans notre pays. Il faudrait que ce problème-là soit véritablement posé. Il faudrait que, par exemple, à l'Assemblée nationale, on oblige chaque député à avoir un bureau dans sa circonscription, c'est-à-dire là où il a été élu, et aussi ici à Yaoundé, où les populations vont lui apporter des dossiers. Et il faudrait que chaque député ait au minimum 5 collaborateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui lisent les lois et qui lui disent, monsieur le député, vous devez poser cette question à tel ou tel ministre, à l'Assemblée nationale pour que nous puissions avancer. Nous n'avons pas ça. Vous savez, les jeunes qui chôment, ils chôment pourquoi? Ils chôment parce que ceux qui ont la possibilité et le devoir républicain de leur donner un emploi, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà, si vous multipliez 5 fois 180, vous voyez ce que ça donne. C'est déjà ce que l'Assemblée nationale devrait créer comme emploi. Des emplois pour la jeunesse. Voilà. Et l'Assemblée nationale ne le fait pas. Et alors on va commencer à dire que c'est le président de la République qui doit créer des emplois. Le président de la République, il est là pour diriger le Cameroun. Il n'est pas là pour créer des emplois. Alors, est-ce que votre parti politique sera engagé dans les prochaines échéances électorales? Si échéance électorale il y a. Mais je vous dis qu'aujourd'hui... Les municipales, législatives, les sénatoriales. Ben, nous n'allons pas nous engager pour les sénatoriales. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une chambre d'enregistrement. C'est la voie de retraite pour ceux qui n'ont rien à faire. Or, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de se construire avec les parpaings de 200. Et pour ces parpaings de 200-là, il faut gagner les élections dans les municipalités. Il faut gagner les élections à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons une grande voix. Votre émission en ce moment est suivie par des milliers d'internautes qui se sont connectés au début de cette émission dans le mouvement Commentons les commentaires, qui vous suivent à travers le monde. Ces gens-là doivent entrer à l'Assemblée nationale. Ils doivent avoir des places, ils doivent diriger un certain nombre de... Quel est votre objectif à l'Assemblée nationale? Combien de sièges? Vous savez, nous sommes en pourparlers, nous sommes déjà une coalition de 5 partis politiques et nous sommes en pourparlers là avec Olivier Billet, que vous deviez d'ailleurs aussi apprendre à inviter sur vos plateaux, parce que j'estime qu'il fait partie des 50 candidats qui étaient à la dernière élection présidentielle et je trouve que ça ne fait pas juste et honnête qu'un monsieur comme celui-là ne soit pas souvent invité sur vos plateaux de télé afin qu'il puisse dire ce qu'il pense. Donc nous pensons en réalité que le groupe qui ira en élection se vise un objectif d'avoir une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir constituer en fait un groupe parlementaire. Et avec ce groupe parlementaire-là, nous peserons de tout notre poids pour le redressement du Cameroun. Quand vous avez reçu une banderole blanche, c'est une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté. Vous savez, cette écharpe m'a été donnée par mes enfants qui ont regardé en Mondiovision comment j'étais maltraité par la police au Cameroun. Je suis un homme, et je suis un disciple de Gandhi. Je suis un disciple de Martin Luther King. Je suis un homme profondément épris de paix, de justice. Et je pense que c'est pour cela que je me bats. Et donc, chaque fois que la police vient pour me matraquer, je sors cette écharpe en leur disant que je suis un homme de paix, je travaille pour la paix dans notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que l'enlèvement de 7 Français, vous savez, moi, mes enfants sont français, l'enlèvement de 7 Français qui viennent d'ailleurs de Lyon, une ville dans laquelle j'ai moi-même fait une partie de mes études, m'inquiète profondément. Et il faudrait que dans notre pays, on crée rapidement une cellule de communication, de crise, pour qu'on puisse rassurer nos amis français sur ce qui se passe véritablement. Une cellule de crise comme en France. Il y a une création d'une cellule de crise. Comme dans tous les pays qui se respectent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, dans notre pays, avoir une affaire comme celle-là et que tous les Camerounais soient branchés sur la France pour savoir ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'au ministère, ce n'est pas au ministère de la Communication, c'est au ministère des Affaires étrangères de créer une cellule de crise. Et cette cellule de crise-là doit, au moins toutes les 3 heures, voire toutes les 6 heures, donner un point de presse pour que vous autres journalistes, vous puissiez travailler. Vous avez vu toute la cacophonie qu'il y a eu hier sur un fax qu'auraient lancé des services de sécurité du Cameroun, c'est-à-dire les militaires camerounais, pour dire que les otages avaient été libérés. Vous voyez tout ce que ça a créé comme cacophonie. Ça ne fait pas sérieux pour notre pays. Or, le Cameroun est un pays sérieux. Le Cameroun, moi, je me targue aujourd'hui d'avoir des camarades qui sont maires, qui sont députés, qui sont ministres dans le gouvernement français. Et quand je discute avec eux, ils nous prennent pour des chatons. Il faudrait que ça cesse.
Il faudrait que les gens apprennent à être responsables dans notre pays. Nous avons des ministres aujourd'hui qui sont complètement dépassés, qui ne comprennent plus la gouvernance du monde. Il faut qu'ils soient rapidement remplacés. Vincent Sosten Fouda, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais inviter les Camerounais à continuer à travailler d'arrache-pied pour la prise en main de notre pays. Il faudrait que les gens sachent. Vous faites quoi? Vous rentrez sur France? Je repars sur le Canada parce que je dois travailler pour vivre, pour nourrir ma femme et mes enfants. Là-bas, vous êtes enseignant. Mais aussi, oui, pour m'occuper de ma mère qui vit au Cameroun. Donc, je viens assez régulièrement au Cameroun pour essayer de porter une parole qui recense, une parole qui informe, une parole qui édifie. C'est très important pour notre pays. Les programmes se poursuivent sur Canal 2 International et à lundi.